Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de participer au Printemps de l'économie pour aborder cette fois-ci le rôle d'un acteur économique dont on parle beaucoup, qui est l'entreprise. Alors pourquoi l'entreprise ? Si vous avez bien écouté, Kathleen Schubert vous a bien expliqué qu'il y avait déjà deux acteurs très importants pour la sobriété, à savoir le rôle de l'État, on va dire des régulateurs, et aussi l'individu, le particulier, qui doit changer ses comportements. Mais entre les deux, il y a aussi un acteur clé qui est cette entreprise. Et nous sommes très très heureux de regarder aujourd'hui, ensemble, dans cette session, comment l'entreprise va participer à cet effort de sobriété. Et quoi de mieux, en fait, pour commencer, que de partir de l'exemple d'une entreprise qui fait cet effort de sobriété. Et nous verrons que cette sobriété est certes une sobriété énergétique, mais une sobriété de manière beaucoup plus globale en matière d'économie de ressources. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Yann Lemoine, qui va vous expliquer son projet entrepreneurial, qui est plus qu'un projet, puisque c'est une réalisation. Et vous allez voir, nous allons partir de cet exemple pour essayer de décrypter les leviers possibles de l'entreprise du XXIe siècle en matière de sobriété. Yann, je te laisse la parole. Merci. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Catherine, donc Yann Lemoine, je suis fondateur et président d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Les Biens en commun. Et on veut développer une alternative désirable, crédible à la propriété des équipements du quotidien. Je vais y revenir. Quelques mots sur moi, c'est important pour comprendre pourquoi je me suis lancé dans l'aventure il y a bientôt 3 ans. Je suis franco-anglais et je suis né, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, Niger et Burkina Faso, avec un père ingénieur agronome tropical qui a fait toute sa carrière dans les pays en voie de développement et qui avait une vision assez critique du modèle de développement occidental. Donc ça a quand même infusé sur qui je suis aujourd'hui et je partage cette opinion sur l'obsolescence du modèle actuel. Et j'ai besoin, pour être épanoui, de sentir que je participe à mon échelle, on verra laquelle elle peut être, au changement de ce système. J'ai fait l'agro et les mines à Paris, université à Pékin, gestion de l'environnement. J'ai commencé à travailler chez EDF, 5 ans, d'abord sur un beau projet où il y avait du sens, de l'impact. Puis après, les missions qui m'ont été confiées ont été un peu plus compliquées pour m'épanouir. Personnellement, chacun recherche le sens qu'il veut dans sa vie, mais moi, j'y trouvais plus le sens. Donc j'ai quitté EDF. J'ai rejoint une grosse start-up sur Lyon qui faisait du logiciel pour le développement urbain, avec une vision prospective dans le temps. Start-up qui a fait ça et qui a fait ça. Et donc, je me suis retrouvé au chômage l'été 2019. Et après avoir pris quelques mois pour décider ce que j'allais faire, je me suis lancé dans le bien en commun fin 2019. C'était une idée que j'avais eue quand je cherchais ma voie chez EDF. Ma vision du monde, c'est qu'il faut absolument réduire la production. Si on veut vivre à 7, 8, 9 milliards d'êtres humains sur cette planète, il y a des limites. Le système économique actuel l'a oublié, mais il y a des limites physiques. La planète ne peut pas fournir plus que ce qu'elle a, elle ne peut pas réceptionner plus que ce qu'elle peut au niveau notamment CO2, mais pas que. Réduire la production, ça implique de réduire la consommation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que la majorité renonce à l'utilisation, à la consommation, puisque depuis 40 ans, on nous pousse à consommer. C'est le moteur du système. Et il faut être pragmatique. Et du coup, mutualiser, ça fait sens, parce que mutualiser, ça permet de réduire la production tout en permettant aux gens d'utiliser, tout en espérant que demain, dans 15 ans, les gens seront plus sobres par eux-mêmes. Donc mutualiser, ça fait sens, mais là aussi, il ne faut pas être idéaliste. Les gens ne vont pas renoncer à l'achat et à la consommation s'ils n'ont pas un intérêt, juste pour l'environnement. Et donc, il faut trouver des alternatives désirables à la propriété. Donc, une façon de mutualiser qui apporte un avantage à l'utilisateur. Et ça, dans tous les domaines. Et c'est sacrément compliqué, c'est pour ça qu'on n'y va pas. Si c'était facile, on y serait depuis un moment. Moi, pour les équipements du quotidien, l'idée est venue en regardant les Vélib, ou les Vélov, enfin les Vélov à Lyon, du coup. Je me suis dit, tiens, ça fonctionne pas trop mal, ça, de mettre à disposition de l'équipement via des bornes, et les gens y ont accès via une application. Donc je me suis dit, à quel autre type de bien est-ce qu'on pourrait appliquer cette même méthode? Et j'en suis venu à penser aux équipements du quotidien, l'aspirateur, le fer à passer, l'appareil à tête, la perceuse, le vidéoprojecteur, etc., etc., etc. On est tous équipés d'une trentaine d'appareils dont on se sert très peu, qu'il a fallu produire, qu'on va jeter. Un aspirateur est vendu toutes les 10 secondes en France. On s'en sert moins de 45 minutes en moyenne, et on se retrouve avec un immeuble, 40 appartements, 40 aspirateurs qui passent 99% de leur temps dans un placard. Si ça, c'est pas aberrant, enfin, entre autres, voilà.
Donc il y a un potentiel de mutualisation, mais on revient à ça. Comment est-ce qu'on donne envie aux gens de partager plutôt que d'acheter? On le voit, les applis de partage entre voisins ne fonctionnent pas. Louer chez Kiloutou ne fonctionne pas. Ça reste ultra marginal. Or, si on veut vraiment faire une transformation de nos sociétés, il faut embarquer 60-70% de la population et pas 0,1% d'écolo-bobos, un peu comme moi, quoi. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est mignon, mais ça peut très bien marcher pour une entreprise, mais ce n'est pas l'enjeu. Donc nous, notre idée, c'est de dire, on installe des casiers connectés dans les halls d'entrée d'immeubles, dans les bureaux, dans les espaces de vie, dans les bureaux de poste, enfin un peu partout. On y met à disposition du matériel. C'est de la location, c'est pas du partage entre voisins. On y met à disposition du matériel et les utilisateurs y ont accès à travers une interface qui leur permet de réserver leur matériel pour le moment de leur choix. Donc finalement, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte à l'utilisateur les mêmes avantages que la propriété, l'ultra-proximité, la disponibilité au moment du besoin, l'autonomie, le bon fonctionnement et la garantie de trouver l'équipement qu'on cherche. Autant de choses qui ne sont pas garanties par les applis de partage entre voisins. On apporte en plus les avantages d'un service. Et le collectif d'habitants n'a rien à faire lui-même. Et donc, on ouvre uniquement les avantages du partage, accès à plus, à mieux, pour moins cher, sans les contraintes de stockage, d'entretien, de réparation. Donc vraiment, pour l'utilisateur, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Nous, on s'occupe de tout. On déploie les casiers, on achète et on déploie le matériel, on déploie le logiciel, on gère les utilisateurs et on fait les tournées d'entretien. Donc pour le gestionnaire de lieu de vie, c'est clé en main. Aujourd'hui, tout ça, sur le papier, c'est beau, mais est-ce qu'il y a un modèle économique? Parce que finalement, là, ce que je vous dis, c'est qu'on a une alternative que je pense désirable à la propriété. C'est le premier point. Il faut une alternative désirable au mode de vie actuel. Rendre la sobriété désirable, heureuse. Mais il faut un modèle économique dans le système actuel. Et le modèle économique, oui, il faut qu'on achète les casiers et les équipements. Ce n'est pas donné et on ne veut pas faire porter ça à l'utilisateur parce que sinon le prix de location ne serait pas abordable. Donc ce qu'on demande au gestionnaire de lieu de vie, c'est un abonnement sur les 5 premières années du contrat qui permet d'amortir le coût d'installation. On achète tout, donc il nous faut de la trésorerie, et ensuite on est remboursé par le gestionnaire de lieu de vie sur 5 ans et par la suite le gestionnaire de lieu de vie n'a plus rien à payer. C'est l'utilisation qui permet de couvrir les coûts opérationnels. Donc, on a une alternative désirable, on a un modèle économique, on a fait 4 déploiements actuellement sur Lyon. Est-ce que c'est essaimable? Parce qu'il faut des solutions systémiques. Là, c'est essaimable parce que des casiers connectés, ça peut être installé un peu n'importe où. Et aujourd'hui, tous les gestionnaires de lieu de vie qu'on est allé voir sont intéressés. Donc, on a la désirabilité pour l'utilisateur, le modèle économique et l'essaimabilité. Je ne pense pas que ça existe, mais on va l'inventer. Du coup, on peut avoir un impact systémique très fort, et c'est bien ça l'ambition, que sur un territoire, on déploie des centaines, des milliers d'immeubles, pour qu'en 2050, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ait réduit significativement le flux d'appareils qui rentrent, le flux de déchets qui sort, et on ait amélioré au milieu le taux de réparation, recyclage, réparation. Qu'on soit passé d'un immeuble 40 appartements, 40 aspirateurs, à un immeuble 40 appartements, 3 aspirateurs de meilleure qualité, ça pour 20 équipements, ça pour 10 000 immeubles, ça sur 1000 territoires. Voilà l'impact que ça peut générer, si on y arrive. On n'y arrivera pas tout seul. Et donc ça, c'est la 4e brique, c'est les partenariats. Ce n'est pas les biens en commun, petite entreprise de l'économie sociale et solidaire qui veut grossir, qui va y rêver tout seul. Donc l'idée, c'est d'embarquer les pouvoirs publics du territoire. Je tanne la métropole de Lyon depuis 3 ans. D'ailleurs, s'il y a des représentants des pouvoirs publics d'Île-de-France dans la salle, n'hésitez pas à venir me parler après. Les gestionnaires de lieux de vie, naturellement, ça ne se fera pas sans eux. Les fournisseurs, il y a Seb, Leroy Merlin, Boulanger, Decathlon qui nous soutiennent actuellement. Les financeurs, là aussi, on a des financeurs un peu de l'économie classique, on va dire BPI, Réseau Entreprendre, et de l'économie sociale et solidaire, France Active, Crédit Coopératif. Donc c'est bien, il faut fédérer vraiment tout le monde. Et sur place, des entreprises qui peuvent faire l'entretien, les tournées de réparation, etc., etc. Moi, ma vision de la chose, c'est que si on veut que ça essaime vite et fort, il faut que ce soit des déploiements décentralisés, portés par des structures locales de type coopérative ou en tout cas multipartenariale, avec une structure mère par-dessus qui mette à disposition le logiciel, les contrats avec les gros fournisseurs et la marque. Donc voilà un petit peu la vision pour les biens en commun. Si on arrive à faire tout ça, et si on arrive à s'entourer des bons partenaires, je suis convaincu qu'en 2050, ça peut être devenu la façon standard d'utiliser de l'équipement du quotidien et que ça paraît tout à fait naturel à nous, à nos enfants, nos petits-enfants de descendre de 2 étages, récupérer leur aspirateur. Et ça paraît totalement saugrenu d'avoir tout ça en propriété. Je vais juste finir. Du coup, sur moi, vous avez compris, je me suis lancé là-dedans. Ce n'est pas juste un projet économique, c'est un projet sociopolitique également. Je veux participer à la transformation du système. Je pense que le système aujourd'hui est totalement obsolète pour faire face aux besoins. On a besoin de produire beaucoup moins et mieux. Beaucoup moins et mieux. Et le système actuel a été mis en place pour l'inverse, produire beaucoup, pas cher. C'est comme si vous demandiez aujourd'hui à un poisson de monter un arbre. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Les citoyens que nous sommes ont été habitués à surconsommer. On nous pousse à surconsommer. La machine tourne avec la surconsommation. À la sortie du Covid, la première chose qu'on nous a dit, c'est aller consommer.
Les entreprises tournent parce qu'elles ont de la rentabilité. La rentabilité, c'est acheter, vendre. Et même la stabilité de la société repose là-dessus, puisque c'est la consommation-production de masse qui permet de créer l'emploi privé, qui donne une rémunération aux gens, et qui permet de créer l'emploi public associatif et les services publics, puisque tout ça, c'est financé grâce à des taxes sur la production-consommation. Donc naturellement, si on produit et on consomme moins, tout le système s'effondre. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, tous ensemble, quel système on met en place pour, valoriser la sobriété auprès de la majorité, après avoir pendant 40 ans valorisé l'inverse. Ça va être assez cocasse. Comment est-ce qu'on fait en sorte que des entreprises sobres soient compétitives par rapport à des entreprises non sobres? Moi, si demain un géant se met sur mon créneau, fait faire les casiers en Chine et fait travailler des ubérisés, il m'éclate. Je ne suis pas compétitif. Et troisièmement, comment est-ce qu'on fait en sorte que la stabilité reste stable dans un système où on a réduit la production-consommation massivement? Et je finirai en disant que pour moi, la réflexion qu'il faut poser, c'est la question de comment est-ce qu'on crée la richesse aujourd'hui, comment on crée suffisamment de richesse pour faire vivre tout le monde décemment en sortant de la consommation-production. La question n'est même plus comment est-ce qu'on redistribue la richesse créée, c'est la grande question du 19e, 20e siècle, et c'est la question qui se pose aujourd'hui avec les grèves. Il faut remonter d'une étape, c'est comment on crée la richesse pour ensuite la partager. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de répondre à des questions si vous en avez par la suite. Merci. Merci beaucoup Yann pour cette entrée en matière dynamique et tout à fait illustrative des propos qu'on va avoir. Mais restez avec nous si vous voulez réintervenir tout à l'heure, ça sera avec plaisir. On va accueillir et va vous remplacer l'un des intervenants de la table ronde qui s'appelle Philippe Nakache, qui est professeur à l'INSEC Omnes. À ses côtés, a introduit le débat et a préparé pour nous également toute l'organisation de cette table ronde Catherine Cusla. Vous êtes professeure et directrice de recherche également à Omnes Éducation. À ma gauche est présent un professeur à l'ESSEC, Bernard Leca. À ma droite, Valérie Guillard, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine. Et au centre, Sylvain Boucheran, nous sommes un peu chez vous. Vous êtes président de la commission environnement du CESE et vous êtes également dirigeant d'une entreprise, société de conseil aux entreprises pour leur transition écologique. Donc, vous êtes tout à fait pertinent dans ce débat. Pour ma part, je m'appelle Philippe Mabi, je dirige la rédaction d'un journal qui n'est plus en papier, donc qui a fait le choix d'une certaine sobriété, quoi qu'on peut débattre, savoir si Internet c'est plus sobre, si la tribune sur Internet c'est plus sobre en termes de consommation énergétique que quand on sortait en papier. En tout cas, aujourd'hui, on est 100% sur le digital ou quasiment. Et j'ai grand plaisir à participer, à animer ce débat. Alors, je pense que Yann a parfaitement posé la problématique. Il a employé quelques mots qui peuvent paraître peut-être à vos oreilles, notamment aux plus jeunes oreilles, résonner peut-être par rapport aux questions que vous vous posez face à votre avenir. J'ai des enfants qui doivent avoir votre âge ou un peu à peine plus vieux et qui sont évidemment aujourd'hui en train de se poser la question de savoir si on n'a pas fait fausse route. Effectivement, nous leurs parents, on a une accusation, on voit bien aujourd'hui un sujet de génération aussi, c'est-à-dire comment on change et qu'est-ce qu'on doit changer. Et le mot que vous avez prononcé, et peut-être on va commencer par ça, peut-être Philippe Nakache si vous voulez aborder, en essayant de rester court si vous voulez bien pour qu'on ne soit pas trop théorique, mais avec des exemples, c'est le niveau systémique. C'est-à-dire que ce qu'il faut changer, avez-vous dit, c'est le système. Je rappelle, on parle beaucoup, vous étudiants, on a dû vous en parler, du rapport Meadows en ce moment, dans les années 70, qui parlait des limites de la croissance. Donc on peut se poser la question de savoir si on les a atteintes, vu ce qui est en train de se passer au début, enfin depuis cette sortie de crise Covid. Donc Philippe Nakache, est-ce qu'on peut avoir une approche systémique aujourd'hui du changement de modèle de production, comme l'a évoqué Yann? Alors bonjour à tous, merci Philippe et merci Yann pour la présentation. Alors c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais j'aimerais juste rebondir justement pour commencer à y répondre sur plusieurs termes qui ont été utilisés par Yann en disant à mon échelle c'est compliqué pour introduire son propos. Et il est vrai que quand on se dit tiens il faudrait qu'on change de système, il y a un côté waouh, on est face à une montagne, c'est quelque chose qui semble extrêmement compliqué et on tombe assez facilement dans un terme qui est un peu popularisé actuellement, qui s'appelle l'aquabonisme. À quoi bon faire tout ceci? Ça semble tellement infaisable, tellement important comme changement. Et même, on peut regarder l'expérience menée par Yann aussi sous ce prisme. Ou alors, c'est aux autres de faire, souvent. C'est aussi oui, ça. c'est aussi aux autres de faire. Puis vous remarquerez souvent qu'on se dit, mais la France, c'est un petit pays. D'ailleurs, ceux qui disent souvent que c'est un petit pays sur les émissions de gaz à effet de serre trouvent le pays très fort par ailleurs. Mais ça,
c'est une autre question. Et face à ces questions-là, on va avoir tendance à faire là aussi un nouveau terme, le déléisme, c'est-à-dire on va se dire, non, un peu pour plus tard, un peu pour les autres. Alors, outre le fait que cette pensée pose quand même des vrais problèmes de fond par rapport à la transition, il se peut aussi que ça soit faux. Tout simplement d'un point de vue théorique et même pratique. Alors je vais citer qu'un nom dans ma présentation. C'est un nom qui s'appelle, cet auteur s'appelle Schelling. Donc il a travaillé dans les années 70 sur finalement comment on passe d'un système à un autre, d'une norme sociale à une autre. Et c'est fondamentalement la question que pose la transition, qu'elle soit énergétique, environnementale, et c'est ce qu'essayent de faire Yann et d'autres acteurs. Alors ce que l'on sait, c'est que il existe un concept qui marche assez bien, qu'on appelle le point de basculement. Alors le point de basculement, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un point critique à partir duquel on va passer d'un système A à un système B. C'est le point critique à partir duquel on va avoir un changement qualitatif de l'état d'un système. L'état de ce système, ça peut être bien évidemment l'économie. Et ce qui est intéressant quand on est dans cette perspective, et ça rebondit sur ce que disait Yann tout à l'heure, je crois que Yann disait qu'il faudrait embarquer 60 à 70% de la population, à peu près. Hein. Donc, l'idée d'une majorité. Et ce qui est intéressant justement dans les travaux sur le point de basculement, c'est qu'il semblerait qu'on n'ait pas besoin de cette majorité. En fait, c'est plutôt des effets de seuil ou encore des tailles critiques de population qu'il faut parvenir à mobiliser. Et en fait, les dernières recherches, alors c'est des choses qui sont parues en 2018, qui sont des expériences, certes, c'est pas le vrai terrain, si vous me permettez cette expression-là, estiment qu'à peu près, si on arrive à faire varier 25% d'avis de population, on peut engendrer une modification des conventions sociales, des normes sociales, c'est-à-dire qu'on peut passer à la transformation. Donc en fait, le défi, il est certes important, mais vous voyez qu'il y a une différence entre 25% et 60%. Bon, si je vous comprends bien, vous voulez dire que pour provoquer ce basculement, il faut qu'une minorité, non pas forcément devienne majoritaire, mais devienne suffisamment conséquente pour entraîner la majorité. Voilà, et qu'on estime, alors peut-être ça peut être 20% selon certains chiffres, 20-25% de la population. On pourrait prendre l'exemple d'une balance, quoi, finalement. D'une balance. Exactement, voilà. On peut commencer à légitimer une pratique et la diffuser. Il y a un exemple, vous avez peut-être vu les publicités de la Maïf, qui essaie en ce moment d'inciter ces sociétaires assurés à accepter, lorsqu'il y a un dégât automobile, suite à un accident par exemple, à prendre des pièces d'occasion. Ce qui n'est pas qu'un problème, c'est aussi un problème réglementaire. Alors, encore faut-il que la pièce d'occasion soit en bon état. Oui, bien sûr. Un process. Oui, alors, pour l'instant, pour ce que j'ai pu discuter avec eux cet été, les questions réglementaires, ils arrivent à peu près à les gérer. Leur gros problème, c'est la question du coût et de la disponibilité de la pièce. C'est dingue. Il y en a partout, des pièces usagées, mais ils n'arrivent pas à les avoir. Et quand ils les ont, elles sont trop chères. D'où l'idée de la Maïf, j'espère ne pas trahir leur projet, consiste à travailler l'écosystème pour abaisser le coût de la pièce. Et là, très vite, et c'est pour ça qu'ils communiquent maintenant sur la cible consommateur, mais très vite, probablement, d'autres assureurs, notamment des mutualistes, vont les rejoindre. Et en travaillant l'écosystème, très vite, on va avoir une baisse probablement du coût de ces composants et on pourra obtenir assez vite une forme de transition. Alors, on va continuer le débat parce que finalement, là, il a été bien posé. Alors, ce que vous évoquez, c'est est-ce que l'économie doit devenir circulaire ? Et est-ce que, finalement, ce que vous décriviez tout à l'heure, Yann, en disant peut-être un jour des géants viendraient vous taper parce qu'ils arriveraient avec beaucoup plus de moyens, c'est cette idée qu'on peut voir dans tous les domaines. Hein. Prenez le plastique. Aujourd'hui, si on veut éviter que le plastique soit fait par du pétrole, il faut organiser la collecte de ces déchets et le retraitement. Il y a énormément d'entreprises d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous travailleront demain, probablement d'ailleurs travaillerez-vous demain dans une entreprise qui aujourd'hui se posera la question de la valorisation de la valeur de ces déchets. Mais tout ça n'est pas nouveau. Alors Valérie Guillard, j'ai peut-être envie, donc je rappelle que vous êtes prof à Dauphine, de vous poser la question parce que ce qu'on a évoqué, c'est deux concepts qui peuvent intéresser les jeunes. L'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'économie d'impact, c'est-à-dire de penser aux conséquences de nos actes. C'est un peu ce que Yann décrivait, mais c'est pas complètement nouveau. Moi, personnellement, je viens d'une famille de brocanteurs, ou plus, de Saint-Ouen. L'idée, surtout quand on n'a pas d'argent, de pouvoir avoir accès à des biens d'occasion, c'est quelque chose qui vient de très loin, enfin, je pense qu'il est éternel. La question, c'est comment en faire aujourd'hui un système économique viable et rentable. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre invitation. En effet, je pense que la question aujourd'hui qui se pose, et je crois que ça a été très bien illustré, c'est comment on bascule donc dans, on va dire, la sobriété. Déjà, la première question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que les objets d'occasion, est-ce que c'est vraiment la sobriété ou c'est de la surconsommation ?
parce qu'on a les deux aussi, j'ai envie de dire, les deux trajectoires. Et effectivement, comment on bascule de, comme vous venez de dire, un système où on n'achète que du neuf, on ne se pose pas la question, à un système où on bascule intégralement toutes nos consommations sur de l'occasion. Moi, je vois plusieurs points, en fait. Alors, c'est aussi issu d'une étude conduite avec l'ADEME et le CREDOC sur les objets d'occasion. Et c'est vrai qu'il y a différentes conditions, entre guillemets, pour... et peut-être que vous, déjà, vous avez déjà basculé. Et je pense que les jeunes basculent beaucoup plus facilement. Notamment sur les vêtements. Notamment sur les vêtements. Et, voilà. Par exemple, la plateforme Vinted, sans vraiment la citer. Je pense qu'un premier point, alors j'ai essayé de classer, entre guillemets, quelques idées. Un premier point, c'est déjà les relations humaines. Vous avez parlé effectivement dans les biens en commun, pourquoi effectivement l'appareil à raclette il fonctionne, enfin du moins on ne fait pas circuler et que c'est ridicule effectivement tout à fait comme le disait Yann d'en avoir un par foyer. C'est tout simplement quand j'emprunte effectivement l'appareil à raclette de mon voisin, j'ai tellement peur de l'abîmer que je préfère effectivement avoir le mien, comme ça si je le raye, eh bien je n'aurais pas à me justifier, voire je n'abîmerais pas la relation à autrui. C'est vrai pour une tondeuse, c'est vrai pour effectivement tous les biens. Donc déjà en fait ce système d'échange d'objets, d'occasion, nécessite qu'on redéfinisse, voire qu'on encadre, d'où la nécessité certainement de l'activité de Yann, la relation sociale. Oui, je vous arrête juste sur ce point, parce que c'est quand vous voyez Blablacar là, qui explose à cause du prix du carburant, eux, ils définissent ça en disant c'est l'économie de la confiance. Ce qu'il faut comprendre, je pense, comme dans le point de bascule, c'est est-ce que j'ai confiance si je te prête ma voiture, ou si je t'accueille dans ma voiture, pour prendre cet exemple, ou si je te prête un objet qui est à moi. Ouais. Comment on arrive à changer les mentalités Alors, il y a la confiance parce qu'en plus, il y a la notation. Pourquoi j'ai confiance dans Babacar ? Parce que je regarde la note, déjà. C'est l'intérêt du numérique, voilà, c'est l'intérêt qui rend du possible numérique. un passage à l'échelle. Voilà. Alors après, il faut aussi voir ce qu'on crée au niveau de la société quand on ne fait que être et s'évaluer et évaluer les autres. Ça, c'est un autre, on va dépasser le débat. Mais voilà, on est toujours en quête de notation. On se note. Ça devrait commencer à l'école. Et voilà, ça commence à l'école, mais ça fait on est noté dans tous les domaines. Donc je ne sais pas, effectivement, au niveau de la société, ça peut créer des choses sur l'estime de nous-mêmes, notamment pas très bonnes parfois. Mais bon, parenthèse refermée, effectivement, c'est la confiance, mais ça nécessite un encadrement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous achetez demain une voiture en commun, ça nécessite de poser des règles. Qu'est-ce qui se passe si je la raye ? Qu'est-ce qui se passe qui la nettoie ? Oui, on reste, entre guillemets, excusez-moi le terme, à râler pâquerette, mais n'empêche que c'est tout ça, en fait, qui fait l'échange. C'est régler tous ces problèmes et toutes ces questions avant que ce soit justement des problèmes et que ça abîme la relation sociale. Est-ce que ça ne remet pas en cause même la simple notion de propriété, qui est quand même une notion de base en économie ? Complètement, mais complètement. Et les modèles, en fait, qui sont effectivement, et dont Johan a parlé, maintenant, effectivement, ça remet en cause. Parce que tous les modèles économiques sont basés sur la propriété privée. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut redéfinir une économie basée, alors j'allais pas dire le mot propriété collective, parce que ça ferait communiste, c'était pas l'idée, mais quand on parle des communs, parce qu'il faut peut-être le définir, ce que Yann ne l'a pas dit, ce qu'on appelle l'économie des communs, c'est un peu cette vision-là. Complètement, c'est cette vision-là, et c'est pour nos générations qui c'est peut-être le plus dur, et parce que je pense que les jeunes seront certainement plus, j'ai envie de dire, flexibles par rapport à cette idée-là, mais nous, on a un vrai souci par rapport à nous, on veut quelque chose, on l'achète, c'est la première pensée encore qui vient à l'esprit, alors qu'on pourrait le partager, l'acheter, comme vous dites, en commun, sans peut-être prendre ce terme-là. Donc voilà, on voit par rapport vous avez raison, à la propriété, on voit aussi par rapport aux normes sociales. Vous l'avez tout à l'heure évoqué. Moi, je vais prendre juste peut-être un chiffre ici de cette étude. Et d'ailleurs, je pourrais même faire un sondage ici. Qui va, parce qu'on va bientôt être à Noël, qui va offrir un objet d'occasion pour Noël ? Voilà, aujourd'hui, en fait, on a 30% des gens qui déclarent offrir un objet d'occasion pour Noël, mais 16% uniquement pour un anniversaire. Pourquoi ? Parce que juste à Noël, souvent, on achète des objets d'occasion pour les enfants, parce qu'on sait très bien que les enfants... On n'offrait pas de jouets chinois. Voilà, oui. En fait, en même temps... Ça serait un vrai truc pour la sobriété. Oui, effectivement. Objets en plastique. Mais en fait, voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de dire... Vous voyez, on vous donne une norme. Quand je dis ça par provocation. Le problème, c'est est-ce que les gens sont prêts à cette révolution de pensée, alors que, comme ça a été dit... à Noël, il va y avoir comme chaque année, alors qu'on nous parle de sobriété, des magasins allumés, qui seront chauffés pour que les gens puissent y aller, et avec des jouets inutiles en fait, qui vont être simplement là pour mettre quelque chose. Donc c'est très compliqué parce qu'on veut imposer une vision aux gens de changer. C'est cette bascule de 25%. On ne veut pas tant imposer une vision elle n'est pas forcément désirée par les gens. Comment le rendre désirable ?
On ne veut pas tant imposer une vision qu'être dans la nécessité de le faire. En fait, aujourd'hui, c'est pas par plaisir qu'on dit on va acheter d'occasion. Non, c'est parce qu'on est trop nombreux et c'est parce qu'il me semble qu'on a un petit peu des problèmes au niveau climat et pour les générations futures, en fait. Parce que si on n'était que 2 milliards sur Terre, on ne se poserait pas la question, on aurait tous notre SUV et tout irait bien. Donc en fait, ici, on est obligé, c'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est juste dire, là, je crois qu'on est forcé de constater qu'on peut plus vivre comme ça et qu'on peut plus avoir ces modèles économiques-là. Et en fait, on doit évoluer, notamment dans nos normes sociales. Alors Catherine Cusela, vous avez démarré en disant on va parler ici de l'entreprise, on parle à la fois du citoyen, du consommateur et de l'entreprise. Alors j'ai envie de vous, pour prolonger ce qu'on vient de commencer à esquisser, on peut reprendre cette formule d'Einstein qui disait, je crois que c'est lui qui disait, on ne peut pas changer un problème sans changer le mode de pensée qu'il a engendré. Aujourd'hui, on est face à un problème, effectivement, la démographie, la raréfaction des ressources, le changement démographique qui est perceptible, visible, on l'a vu cet été. Comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer à mettre en œuvre ce changement de pensée elles-mêmes et en faire un nouveau modèle ? Voilà, alors, merci, et je vais rebondir aussi sur ce que disait Valérie. C'est qu'effectivement, il faut réussir à changer, bien évidemment, la façon de s'y prendre. Et donc le modèle conceptuel, alors ça fait un petit peu théorique, mais c'est surtout même penser ce qu'est une entreprise. Et très basiquement, puisque moi je viens des sciences de gestion, donc je vais être très, très, très pratique, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet, et c'est un projet qui est articulé autour d'une colonne vertébrale très simple. J'ai des ressources, ces ressources, je vais les consommer dans des activités qui s'enchaînent dans des processus pour offrir quelque chose, un produit, un service. Et cet ensemble va apporter un ensemble de satisfaction. Mais bien évidemment, il va y avoir aussi des autres effets. Il va y avoir des effets financiers, des flux financiers qui vont être générés, alors de l'entrée et de la sortie. Il va y avoir des effets environnementaux, des gains, mais aussi des coûts. Et il va y avoir des effets sociaux. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut redéfinir aujourd'hui. Traditionnellement, ce qu'on appelle, vous voyez, cette colonne vertébrale, on l'associe en général à des flux financiers. Et cet ensemble-là, on appelle ça un business model. C'est ce qu'on a dans tous nos cours de management stratégique. On nous explique ce qu'est ce business model. Ce business model, traditionnellement, on sait aussi être sobre dans ce business model. Et j'allais dire, toute l'instrumentation de gestion, depuis qu'on a créé la gestion, a cherché à faire des économies, a cherché à avoir une meilleure occupation de nos ressources, à être plus efficiente. Donc le problème n'est pas là. On sait faire, mais dans un modèle existant. Et aujourd'hui, et Yann l'a bien exprimé, ce qu'il faut changer, c'est ce que l'on met dans notre business model. Et plutôt que de regarder finalement élément par élément, c'est un petit peu ce qu'on fait, et il faut le faire aussi. Il faut changer la nature de l'offre, justement une offre d'occasion, pas uniquement une offre de produits neufs dont on sera propriétaire, une offre en partage, une offre qu'on sera capable de faire évoluer, upgrader pour allonger le cycle de vie. Je pense à l'entreprise Mobion qui fait la pérennité programmée de ses scooters. En fait, tous ces éléments, il faut y réfléchir globalement déjà, et pas chaque élément par chaque élément, tel type de financeur, tel type de fournisseur, tel type de ressources, tel type d'offre. Donc il faut raisonner globalement. Et il faut raisonner surtout, pas uniquement sur les éléments, mais surtout autour des relations que l'on a entre parties prenantes. Et Yann Lemoine l'a vraiment bien expliqué aussi. Peut-être qu'il faut expliquer les parties prenantes aux jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire cette économie ? Je voulais illustrer avec Yann par partie prenante. Partie prenante, c'est un mot général. Il y a même une théorie des parties prenantes. Sauf que les parties prenantes, concrètement, c'est qui ? C'est votre banquier, votre financeur. Est-ce que c'est la communauté de communes ? Est-ce que c'est votre client ? Est-ce que c'est votre salarié ? Une partie prenante, c'est toute personne qui, à un moment donné, va contribuer et bénéficier. Alors, contribuer à votre modèle, votre business model, et bénéficier de votre business model. Ce qui veut dire qu'il faut maintenant réfléchir à un niveau beaucoup plus micro et regarder comment chaque partie prenante intervient, contribue. Et ça peut être, avec justement les objets d'occasion, les études de Valérie le montrent bien, les objets d'occasion, ce qui fait plaisir dans un objet d'occasion aussi, c'est de le réhabiliter, le rénover, le repeindre. Il y a tout un ensemble de pratiques, d'activités concrètes qui se créent autour finalement de cette offre.
Alors oui, on va emprunter le four à raclette dans un des casiers mis en place par Yann, mais en même temps, on va discuter avec le voisin et puis on va peut-être nettoyer ensemble certains objets. Enfin, et c'est cet ensemble de pratiques qui est important. Et donc, il faut redéfinir et redescendre le business model au niveau micro de ces pratiques. Juste une dernière question, on va continuer le débat, mais sur qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Est-ce que c'est parce que j'ai plus de pouvoir d'achat, ce qu'on parle beaucoup en ce moment, le prix devient une contrainte et fait que je rebascule vers cette économie-là, ou alors c'est parce que j'ai une conviction qu'en faisant ça, je contribue à changer le système. Comment on fait le partage entre les deux? Pour résumer, le prix, c'est la taxe carbone ou le prix du pétrole ou l'inflation, enfin ce qu'on est en train de vivre. La conviction, c'est plutôt à la fois l'éducation, évidemment, ça peut être le rôle de l'école, et puis l'information, quelque part. On voit bien que le bruit général aujourd'hui nous incite quand même à nous dire ça serait bien de faire attention parce qu'on va subir, sinon, les conséquences de nos actes. C'est ça, l'impact. Alors, je sais, moi, j'ai la chance de participer à un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui porte sur ces questions de partage et de gradabilité. Et ce dont on s'aperçoit, puisqu'on a l'exemple de Decathlon avec WePlay Circular, où on partage les objets de sport, l'exemple des biens en commun, moi, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses. On fait des études auprès de nos étudiants. Auprès de nos étudiants, c'est clair. Le prix, c'est important, parce qu'évidemment, quand on n'a pas tellement de ressources, c'est important. Évidemment, dans les étudiants, il y en a 20% qui ont une conscience environnementale et c'est l'environnement en premier. Et ça grimpe, en fait. On a vu l'évolution. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les parties prenantes, ce ne sont pas uniquement les clients. Hein. Il faut trouver des financeurs et différents types de financeurs. Et là, ce n'est pas forcément aussi net. Le déclenchement n'est pas aussi net. Et ce qu'il faut, c'est réussir à prouver dans son business model qu'on apporte finalement une satisfaction, un service. Finalement, ça ne passe pas, malheureusement peut-être, par l'argument environnemental. Ça passe par l'argument, alors je vois Yann qui confirme, ça passe par un argument de service supplémentaire et finalement, ça va faire vivre la communauté. Si on parle des résidences, par exemple, ça va faire vivre la communauté mieux et tant mieux. Donc, ça va passer par ça. Alors, je peux peut-être juste conclure, parce que pour laisser la parole à mes collègues, moi, je pense que ce qui est important quand on est une entreprise et qu'on veut, là aussi, faire évoluer son business model, parce qu'il faut décentrer, en fait, le modèle, il faut quand même aussi avoir cette vision. Et on le voit très bien avec les biens en commun, on le voit très bien avec Decathlon, avec Luc Terlinck, WePlay Circular. On a des personnes qui veulent changer le système. Ça, c'est très clair, on l'a déjà dit. Il faut élargir ces parties prenantes, regarder tous ceux qui peuvent contribuer, même des micro-contributions. Il faut être très précis. Ça, c'est de la gestion. Il faut savoir précisément quelles sont les activités, les pratiques, Valérie en a parlé, les pratiques concrètes à mettre en œuvre. Il faut raisonner sur un territoire, il y a un maillage, on le voit bien avec les biens en commun, on voit bien avec le partage d'objets de sport aussi. Et puis, Valérie aussi, tu l'as dit, il faut fixer des règles aussi. Alors ça s'appelle globalement de la gouvernance quand on est au niveau d'une entreprise. Mais ou c'est de la politique, ou sinon c'est de la politique tout simplement. Sobriété choisie, voilà. Sobriété subie, c'est un peu le débat du moment. On va se tourner maintenant vers vous, Bernard Leca, donc vous êtes professeur à l'ESSEC de sciences de gestion. On a évoqué beaucoup de choses et de concepts. Je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui fait évidemment beaucoup de bruit, y compris chez nous, les journalistes, où on ne sait pas très bien, on le regarde un peu comme une poule regarde un couteau, c'est le mot RSE. C'est-à-dire que les entreprises nous disent, nous sommes RSE, nous avons une politique RSE. RSE, ça veut dire responsabilité sociale, sociétale et environnementale. La finance nous dit, alors ESG, je respecte l'environnement, sinon je ne finance pas, je suis social, donc je prends en compte un équilibre dans la société, et le G, c'est la gouvernance, c'est plutôt des règles de bonne pratique dans la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que ces concepts sont vides pour vous, ou ils sont creux, ou alors ils sont en train vraiment de changer, de révolutionner de l'intérieur le monde de l'entreprise? Moi, je ne dirais pas qu'ils sont vides ou ils sont creux, ils sont vides et creux. Honnêtement, si j'ai bien compris, il y a pas mal de lycéens dans la salle. Si on en est encore à parler de RSE, vous êtes vraiment mal. Moi, je voudrais juste peut-être revenir sur la notion de sobriété. On était là initialement pour parler de sobriété.
Il y a deux manières de voir la sobriété. Soit la sobriété, c'est de dire à un moment donné, on va réduire la consommation et on va modifier les usages. Et ça, pour moi, c'est la sobriété faible. Ou alors, c'est de dire, on renonce de manière organisée avant d'avoir à subir. C'est-à-dire que, fondamentalement, la question que moi, j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous croyez en quelque chose qui s'appelle le changement climatique? Est-ce que vous pensez que les gens du GIEC sont des gens sérieux? Si c'est le cas, selon eux, on a 7 ans. 7 ans pour éviter de passer les 1,5 degrés. Voilà. Après, on monte. On monte à 2, on monte à 2,7, on monte autant que vous pouvez monter. Et un certain nombre d'entre vous, y compris un certain nombre d'entre nous, n'arriveront pas à monter, simplement parce qu'on va simplement mourir avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est un changement radical. On parle de sobriété, je voudrais juste me permettre de rappeler la SNBC2. D'accord ? Donc aujourd'hui, en France, on a une stratégie nationale bas carbone. On avait une première, on n'a pas réussi à la tenir, on en a une deuxième, on ne va pas arriver à la tenir, donc on change l'année prochaine, a priori. Pourquoi on aura une SNBC 3 ? Parce qu'on n'est pas foutu de tenir la 2. Aujourd'hui, on devrait arriver en 2050 à être à 80 millions de tonnes d'émissions. D'accord ? Et ça, c'est une différence entre 2050 et ce qu'on faisait en 2018. En 2018, on était à 450. Aujourd'hui, en 2021, on est à 418. On n'y arrive pas. Donc, la question de la sobriété, pour moi, c'est une question d'ordre de grandeur. De quoi parle-t-on quand on parle de sobriété ? Quel ordre de grandeur ? Si vous pensez que vous pouvez vivre dans un monde à 3 degrés, alors je vous recommande vivement d'acheter le dernier iPhone. Si vous pensez que ça va être difficile physiquement pour vous, il va bien falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Et pour moi, ce n'est pas une question de génération. Vous êtes aussi responsable qu'on l'est. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous ayez basculé. Je me trompe peut-être, mais pour moi, ce n'est pas seulement un problème de vêtements, c'est un problème d'équipement électronique, c'est un problème de est-ce qu'on mange de la viande, est-ce qu'on n'en mange pas, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on ne le prend pas. Je voudrais juste rappeler peut-être quelques ordres de grandeur, si vous m'y autorisez, sur qui fait quoi aujourd'hui en France. Donc, il y a un rapport intéressant sur les inégalités. Vous avez les 1% les plus riches aujourd'hui. Il faudrait qu'on émette, on est à 10 tonnes en moyenne en France, d'accord ? Il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes. Pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est environ 2 tonnes. Aujourd'hui, les 10% les plus pauvres, ils y sont à peu près. Les 50% les plus pauvres, ils sont à 5 tonnes par personne. Les 10% les plus riches, ils sont à 25 tonnes par personne. Les 1% les plus riches, ils sont à 77 tonnes par personne. 77 tonnes. Donc, à un moment donné, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on change radicalement notre modèle. D'accord ? Moi, j'ai monté avec un collègue, un ancien de chez Google, une chaire sur la transition écologique il y a ça 1 an maintenant à l'ESSEC. On va accueillir notre deuxième promotion. Notre mot d'ordre, c'est on a 7 ans devant nous. Donc, on n'est pas dans les changements incrémentaux. On est dans l'urgence. Et je ne sais pas si... Enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être le rappeler. On est dans l'urgence. Quant à savoir si la propriété est nécessaire pour faire tourner les modèles économiques, vous avez probablement raison dans les modèles classiques. Je ne suis pas sûr qu'en économie de l'entreprise, on ait besoin de la propriété. Je pense qu'on peut fonctionner sur une base collective. Fondamentalement, c'est ça aussi le fonctionnement d'une entreprise. C'est de créer du collectif et de partager ensuite la valeur ajoutée. Et là, il faut se poser des questions sur la manière dont on la partage. Donc pour moi, il y a vraiment des changements qui sont des changements radicaux à faire. Et encore une fois, vous prenez les rapports du GIEC, vous prenez les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, vous prenez les rapports de RTE, vous prenez la SNBC, tous vous disent qu'il faut faire des changements qui sont des changements radicaux, pas des changements incrémentaux. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer, parce que là, vous avez placé le débat sur un plan assez politique, peut-être Sylvain Boucheron, puisque nous sommes dans la 3e assemblée, celle où on pense, au monde, au futur. Alors j'espère qu'on sera encore vivant dans 7 ans quand même, mais Bernard Lecas a sans doute raison de rappeler que ça dépend de tous en fait et de chacun, et c'est ça la difficulté. Vous qui donc vous occupez de la commission environnement, quand vous voyez ce débat qui s'est emballé depuis la rentrée, le président de la République, c'est la fin de l'abondance. Bon, on parle d'économie de guerre. Toutes les entreprises ont été sommées par l'État, par le gouvernement en France et sans doute partout ailleurs, de présenter des plans de sobriété qu'ils vont devoir respecter. L'idée, c'est de faire 10%, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, 10% d'économie d'énergie en 2 ans.
Tout ça, ça crée un peu une ambiance quand même dans le pays. Qu'est-ce que vous dites sur le plan aussi de notre capacité collective finalement à passer cette... Est-ce que c'est le point de bascule finalement, comme l'a dit tout à l'heure notre intervenant Philippe Nakache? Oui, alors moi je ne pense pas que c'est urgent maintenant, ça fait 40 ans que c'est urgent et qu'on n'a pas réussi effectivement à avoir des démarches, des politiques transformatrices de fond, que ce soit sur les modes de vie ou que ce soit sur les politiques publiques. Alors on a lancé au sein de cette maison, et on est très heureux de pouvoir tenir cet événement ici, un travail justement sur la question de la sobriété, en se disant est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer des politiques publiques de sobriété, parce que c'est ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à maintenant. Et même d'ailleurs, si vous écoutez ce qui a été annoncé par la Première ministre le jour où le plan de sobriété a été annoncé, il a été rappelé, la sobriété, ce n'est pas produire moins. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est la sobriété? Si on n'est pas effectivement dans une question de bien réduire les consommations de ressources, réduire les pressions sur l'environnement. Alors on a commencé à se questionner au sein du CESE sur le sujet de la sobriété, comment on imagine des politiques publiques qui puissent intégrer ces dimensions de sobriété. Donc quelques réflexions qu'on a en cours, on publiera nos préconisations et le rapport d'ici le début d'année prochaine. Une question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement la sobriété c'est une responsabilité individuelle ou est-ce que finalement c'est lié à un système collectif? Puisque selon qui vous écoutez, certains vont vous dire c'est uniquement les modes de vie, c'est chacun qui doit faire son petit geste, et puis d'autres vont vous dire on n'y peut rien, c'est le système, on nous incite tout le temps à consommer, tout est fait pour que, etc. Donc ça c'est une première question, d'essayer aussi comprendre où est-ce qu'il faut agir. Est-ce que sommer les gens, est-ce qu'il faut les inciter, est-ce qu'il faut les obliger? De la même manière sur les structures, même macroéconomiques et politiques, est-ce qu'il faut rentrer dans des obligations ou de l'incitation? Comment on fait pour avancer? Est-ce que c'est un enjeu de demande ou un enjeu d'offre finalement? Ça, c'est une première question qu'on se pose. Un des points qui nous semble important, c'est d'avoir ce récit de la sobriété. Ça a été dit tout à l'heure, comment on fait en sorte qu'un mode de vie qui soit sobre, ce soit bien le futur désirable. Après-guerre, on nous a vendu on est dans une société où il fallait relancer, on s'est mis à produire énormément de choses. Si on produit des choses, il faut bien les vendre quelque part, donc on a incité les gens à vendre. On a fait une promesse d'un mieux vivre qui était basée sur la propriété matérielle. Est-ce qu'on est capable d'imaginer une promesse qui soit plus basée sur cette propriété matérielle, sur de la consommation de masse? Et ça, c'est important. Il faudra aussi que l'ensemble du discours que l'on ait tout le temps, que ce soit le discours politique, les publicités, même les enseignements et tout ce qui peut se passer dans la culture, soit aligné aussi avec ce récit de la sobriété finalement. Et un point qu'on est en train de se questionner aussi très important, c'est quelle est l'échelle de décision? Est-ce qu'on peut démocratiquement décider de ce qu'est la sobriété, de qui doit faire quoi comme effort? C'est évoqué à l'instant, la question de, effectivement, ceux qui ont des modes de vie qui sont peut-être plus riches, qui ont des impacts plus importants, quel effort ils doivent faire, quelle doit être la part d'effort des autres, et comment on définit collectivement ce qui est suffisant. Je crois qu'une autre définition en anglais, on dit souvent que l'équivalent en anglais de la sobriété, c'est plutôt ce qui est suffisant, et donc comment on considère, nous, d'avoir un niveau de vie suffisant, qu'est-ce qui est suffisant et comment on le décide collectivement, parce qu'on a des ressources qui sont limitées, comment on les partage, comment on les attribue. Et ça, il faut, à notre sens, ce qui va être important, c'est bien que ce soit des instances démocratiques qui puissent décider de ce qui est suffisant et de qui a le droit quelque part à quoi comme ressources. Ça, c'est les réflexions qu'on mène en ce moment au CESE. Donc, on va lancer une plateforme de consultation citoyenne, normalement d'ici la semaine prochaine, justement pour avoir aussi recueillir l'avis de l'ensemble des citoyennes et citoyens sur ces questions-là. Donc on vous invitera bien sûr à y participer. Et je vais compléter et conclure cette intervention par quelques réflexions personnelles sur l'entreprise. Parce qu'on en a un petit peu parlé, on a beaucoup de discours de sobriété un petit peu général, mais finalement dans l'entreprise, on a un certain nombre de difficultés qui se posent. Effectivement, la sobriété, c'est pas l'efficacité, c'est pas les petits gestes. Les plans sobriété aujourd'hui qui ont été publiés, la plupart, c'est on baisse un peu le chauffage, on isole un peu les bâtiments, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui va vraiment questionner l'outil de production, qui va questionner le business plan et rentrer dans un modèle finalement de sobriété. Et donc ça, je pense qu'on est un petit peu passé à côté. On est dans la sobriété des petits gestes. C'est essentiel, il faut passer l'hiver, c'est une réponse à court terme, mais c'est absolument pas une réponse à moyen long terme sur la sobriété nécessaire pour la société. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce qui était dit tout à l'heure sur les entreprises sont efficaces, tous les indicateurs et ce qu'on a mis en place d'entreprises sont efficaces. C'est vrai d'un point de vue économique. Mais aujourd'hui, ça coûte moins cher de gaspiller, donc les entreprises gaspillent parce que c'est moins cher. Voilà, effectivement, mais les outils existent. J'ai pas dit mais les outils sont centrés sur effectivement le coût, donc
c'est moins cher de gaspiller, on gaspille. On a des exemples un paquet d'exemples. Dans le textile, ça coûte moins cher de faire 100 000 t-shirts, même si on sait très bien qu'on va mettre la moitié à la poubelle, mais le prix de vente sera moins cher, donc on va gaspiller. Donc même les outils aujourd'hui dans les entreprises ne sont pas faits pour gérer la sobriété dans l'usage des ressources. Ça, c'est important, je crois. Il y a la question des frontières de l'entreprise, on en a un petit peu parlé. L'entreprise en elle-même, elle est inscrite dans un écosystème d'acteurs, que ce soit les consommateurs, les clients, les fournisseurs, la réglementation, et donc il faut qu'on puisse faire avancer tout le monde en même temps. Sinon, on risque d'avoir des blocages. Ça, on l'a vu sur la question du recyclage. Il faut que la réglementation autorise, etc., etc. Donc, il faut qu'on puisse raisonner aussi en écosystème d'acteurs. Ce qui peut poser la question de la propriété. C'était l'exemple qui était présenté tout à l'heure. Est-ce que finalement l'entreprise est propriétaire ou pas? Qui est propriétaire? Est-ce que c'est un but, la propriété, ou est-ce que c'est l'usage qui va compter? Et je crois qu'un des points clés, je vais conclure par celui-là, c'est vraiment la question quelque part des indicateurs, des tableaux de bord. Comment on peut imaginer demain un business model qui soit autre chose que basé sur des flux? Je consomme, je prends des ressources, je les transforme, je les vends et je fais une marge à chaque fois que j'ai ces étapes de vente. Comment demain j'imagine un business model qui ne soit pas basé sur la consommation de ressources? Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Quand vous parlez aux chefs d'entreprise, tous sont des indicateurs qui sont basés, soit certains sur la croissance. Dans le BTP, pour en avoir discuté pas longtemps avec eux, ils nous disent nous, on regarde les permis de construire. Donc, plus il y a de permis de construire, plus on a un business plan qui est florissant. Aujourd'hui, on sait qu'il faut arrêter l'artificialisation, donc on va devoir réduire les permis de construire. Comment on imagine un modèle d'entreprise pérenne dans un monde où effectivement il faut arriver à produire moins? Et ça, je crois qu'on a des questions de gouvernance, mais aussi collectives, pour essayer de définir comment on fait pour allouer et imaginer des modèles qui ne soient pas basés sur cette production infinie, mais bien sur une sobriété intrinsèque dans le business model de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, on a encore un peu de temps. On nous a fait passer, par SMS, on m'a envoyé quelques questions que vous avez posées. Il y en a une qui est assez intéressante, qui est dans le sondage qui est fait par le Printemps de l'éco aujourd'hui. On voit que le télétravail est pensé comme une bonne solution de sobriété, c'est-à-dire de rester chez soi plutôt que d'aller au bureau, comme on l'avait traversé pendant le Covid, et que ça s'est d'ailleurs plutôt généralisé. Ça demeure une pratique importante. Et donc la question, effectivement, c'est est-ce que c'est vraiment sobre dans la mesure où le télétravailleur doit aujourd'hui augmenter sa surface de logement, qui est déjà plus grande que celle qu'il dispose sur le lieu de travail, possède un logement, donc c'est plus cher à chauffer, la performance énergétique, souvent, on entend beaucoup parler des logements, est moindre que sur les bâtiments tertiaires, qu'on se fait livrer à domicile ses repas, ce qui n'est pas forcément bon, ni pour la mobilité, le coût carbone de son repas, ni le niveau des déchets. Et d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Alors, je ne sais pas qui aurait envie de répondre sur les vraies et les fausses bonnes idées de la sobriété. C'est vrai que, enfin, je ne sais pas, peut-être Philippe Nakache, non ça tombe sur vous, allez hop. Oui, alors là, comme ça, tout de suite, un peu plus difficile. Alors, si je reprends... Parce qu'il y a cette idée de changer de modèle de travail. Pour le dire autrement, le sujet du rapport au travail, qui a été bouleversé par la crise, a été une première alerte sur la problématique d'être... Je vous prendrai l'exemple de la ville d'Amsterdam. Et ils l'ont fait bien avant le Covid. Amsterdam, parce qu'en fait, alors ça relève aussi d'un problème d'urbanisme. Vous avez remarqué que la plupart de nos villes, on a fait ce qu'on appelait, désolé pour cet anglicisme, du zoning. L'endroit où on travaille, l'endroit où on vit, etc. C'est ce qui a permis d'ailleurs l'émergence de modèles comme Amazon. C'est-à-dire que quand vous habitez aux États-Unis, à quelques exceptions près, type New York, les classes les plus aisées ne vivent pas dans Downtown ou Financial District, ils vivent en banlieue. Vous avez peut-être vu la série Desperate Housewives, qui est une expression de ce mode d'urbanisation. Qu'est-ce qu'a fait Amsterdam pour ses fonctionnaires? Notre ville est zonée, on a des problèmes de transport public qui sont bien meilleurs que ceux qu'on peut avoir en France, au demeurant, ou dans la ville de Paris, et pourtant ils en ont. Eh bien, ils disent, voilà, on a des maisons de quartier qui sont ouvertes aux autres entrepreneurs, d'ailleurs à n'importe qui, peut venir travailler. Donc il y a une prise, il y a le minimum, un petit bureau. Un tiers-lieu, comme on appelle ça. Oui, voilà, maintenant on appelle ça des tiers-lieux, vous avez raison. Et tous les fonctionnaires de la mairie d'Amsterdam sont encouragés à faire du télétravail pour éviter de saturer les voies de communication, pour éviter d'être toujours sur un bon effet de Jevons, à savoir plus on augmente la taille, plus il y a de gens qui viennent. Donc c'est bien de rendre par exemple gratuit les transports, ça peut être une bonne idée, bien que les expériences soient très variables. Mais si vous avez beaucoup plus de gens qu'il faut remettre encore, je ne sais plus, on a 400 millions de kilomètres, je crois, pour un tram en zone urbaine, je crois, je ne suis pas absolument sûr de cette donnée, vous vous en sortez pas.
Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a après des problèmes liés au recyclage ou à la qualité du bâti énergétique, mais il est certain que le télétravail est une option, si ce n'est de sobriété, au moins pour éviter les grands déplacements. Et plus votre ville est, comment dire, je ne trouve pas le terme exact, allongée, étalée, merci. Plus votre ville ou votre espace urbain est étalé, plus vous avez des transports importants. Et plus le télétravail, alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire du télétravail tous les jours, toutes les semaines, etc. Ne serait-ce que parce que probablement les gens ne le veulent pas, ne le désirent pas. Dans les études que j'ai vues les plus récentes, le télétravail, c'est bien, oui, mais pas tous les jours. On sait aussi que ça pose aussi des problèmes en matière d'innovation, etc., etc. Mais plus votre ville est étalement urbain, qu'il faut d'ailleurs limiter. Non, mais si on en reparle, c'est parce qu'on évoque l'hypothèse d'un télétravail imposé dans un certain nombre déjà dans le secteur, ça a été dit pour la fonction publique, hein, il va peut-être y avoir plus de télétravail imposé. Compensé quand même par l'employeur, en partie pour les coûts. Oui, oui. Enfin, l'État peut le faire, une PME ne peut pas forcément se le permettre. Mais alors, et c'est quelque part, peut-être, c'est ça la question, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, quoi? Alors si l'idée c'est de faire peser les charges d'énergie sur les salariés plutôt que sur les entreprises, là on n'y est effectivement pas. Alors si c'est ça, c'est pas une bonne vision de la sobriété. C'est surtout pas une décision du tout. Sylvain, Boucheron, vous voulez dire un mot sur le télétravail? Oui, non, en fait, on est souvent dans cette idée qu'il y a une solution magique qui marche pour tout le monde et qui va tout régler. Je crois qu'il faut être capable de considérer qu'il va falloir faire quand même un peu du sur-mesure. Tous les métiers ne peuvent pas se télétravailler déjà. Non, mais ça repose la question de la responsabilité de l'entreprise. Alors peut-être pas en région parisienne où là c'est l'enfer parce qu'on le voit bien dans les stations-service, mais on parlait beaucoup du local, de la décentralisation. Moi j'ai vu pas mal d'entreprises qui disent je me suis implanté par exemple en Normandie récemment parce que j'avais pu identifier que les emplois locaux étaient pas loin autour, donc du coup les gens n'avaient pas de déplacement domicile-travail trop important pour se rendre à l'usine. C'est des préoccupations quand on dit l'entreprise doit changer par rapport à ses parties prenantes, là dans le cas d'espèces fournisseurs ou salariés, ça veut dire de prendre en compte le coût carbone des déplacements qui permettent à l'entreprise de fonctionner. C'est quelque chose d'assez nouveau quand même, enfin, je pense, qui n'est pas d'ailleurs généralisé, mais peut-être. Non, c'est tout à fait nouveau et c'est même le début. On voit émerger ça peut être une solution. Des plans mobilité d'entreprise, effectivement. Alors le mieux, c'est les modes de déplacement décarbonés. Vous pouvez aller à pied, vous pouvez aller en vélo. On a beaucoup de plans vélo qui se développent aussi dans les entreprises. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un peu du sur-mesure. Ça dépend de où est-ce qu'on est installé. Ça dépend des politiques d'entreprise, ça dépend des métiers. Certains nécessitent d'être présents, d'autres non. Peut-être d'autres d'avoir des présences un petit peu variables. Donc il faut qu'on puisse arriver à faire du sur-mesure. Donc là, il y a des leviers qu'on peut activer, hein, les plans mobilité des entreprises qui concernent pas les toutes petites entreprises, mais les moyennes et les grandes. Ça peut être tout à fait être un levier sur lequel on peut s'appuyer. Mais la sobriété, ça ne va pas que être les déplacements. Peut-être pour rappeler un point quand même, parce qu'on parle beaucoup, on croit parler tous de la même chose quand on parle de sobriété. Pour beaucoup, c'est la sobriété énergétique. J'aimerais quand même rappeler qu'on a une question très importante et même peut-être absolument majeure, qui est la question de la biodiversité. C'est bien l'ensemble de la nature qui est concerné par les enjeux environnementaux. Le climat, c'est un enjeu, et il y en a d'autres. C'est bien la vie, comment on préserve la vie sur Terre. Demain, plus de biodiversité, on peut plus se nourrir, etc., etc. Donc, on est bien sur l'action de la sobriété en général, des pressions que l'on met sur la nature. Et ça, je crois que c'est important, puisque sinon, quand on est enfermé dans la sobriété énergétique, on a quelques mesures qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, sur les déplacements, sur le chauffage, et puis après, finalement, on n'est pas dans le cœur du sujet, qui est bien la consommation en général, les pressions sur la nature en général. Peut-être un point, Bernard Lecas, oui, sur ça, allez-y. Très rapidement, je crois que la question du territoire, se réapproprier le territoire pour une entreprise, c'est important aujourd'hui. Les entreprises étaient dans une logique de mondialisation. Quand vous revenez dans une logique de territoire, vous avez des possibilités de coopération, même entre les entreprises. Nous, on a un peu travaillé sur le territoire de Cergy-Pontoise notamment. C'est vrai que le fait à un moment donné d'avoir du covoiturage entre les entreprises, le fait d'avoir des bornes électriques qui soient maillées entre les entreprises, le fait de faire travailler les entreprises et les collectivités locales qui souvent, c'est d'ailleurs étonnant, ne se connaissent pas, on peut trouver des solutions de cette manière-là. Donc se réinterroger sur l'écosystème local. Absolument, et sur l'espace, la question de l'espace. Une question pour vous qui, bon, je pense qu'on arrive peut-être un peu à la fin, mais sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça a résonné à mes oreilles. Donc la RSE, tout ça, c'est du bullshit. En tout cas, vous dites il faut faire attention à ces mots. Juste, je termine parce que vous connaissez ça. En ce moment, il y a quand même des réglementations qui arrivent. Une réglementation européenne, c'est un peu technique. Je ne donnerai pas le nom de la directive, mais qui va s'appliquer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés dans toute l'Europe, de faire des rapports extra-financiers
pour calculer notamment leur impact sur tout un tas d'éléments, notamment l'environnement. Est-ce que ça, c'est une bonne démarche ? Et ça pose la problématique de la mesure et de la comparabilité des efforts. Absolument. Et ça, je crois que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème de la RSE initialement, c'est que c'était des initiatives individuelles. Et donc, on était dans une logique de je fais de la RSE parce que je suis gentil, quelque part. Maintenant, justement, il y a une standardisation de l'information qui va servir notamment pour la finance. Alors, on n'en a pas tellement parlé, mais je voudrais insister quand même 30 secondes là-dessus. La finance va être un levier absolument colossal. Et ça vient... Ça, c'est l'ESG plutôt. Voilà, oui, oui, et ça vient aussi de tout le travail. On a parlé du travail qui était fait en France, mais il faudrait saluer aussi, je crois, le travail de la Commission européenne et de l'Union européenne aujourd'hui sur ces enjeux-là. Vous avez notamment un outil qui est en train d'être mis en place, qui est extrêmement complexe, mais très puissant, qui s'appelle la taxonomie européenne, et qui fait que, alors je suis désolé, c'est un peu technique. Il faut expliquer taxonomie, parce que peut-être en 2 mots. D'accord. Il s'agit en fait d'arriver à classer selon 6 critères qui sont assez complexes, la totalité des activités des organisations, pour que notamment les financeurs, donc les investisseurs, puissent savoir dans quoi ils investissent. Et ça va avoir un impact sur le coût du capital. Donc en gros, ça veut dire que vous n'empruntez pas au même taux d'intérêt selon ce pourquoi vous empruntez. Et aujourd'hui, une des grandes craintes des banques... Vous payez plus cher si vous polluez la planète. Oui, absolument. Et le problème des banques aujourd'hui, c'est qu'elles ont des bilans qui sont remplis d'actifs carbonés. Elles ont surinvesti dans tout ce qui était pétrolier, etc. C'était normal, c'était rentable. Elles veulent en sortir. Et donc, ça va être un levier très puissant. Il va y avoir un levier vraiment important. Alors évidemment, il y a la question du marketing, mais il y a quand même aussi, je crois, la question de la finance comme levier de transformation des sociétés aujourd'hui, mais grâce à l'action publique. C'est parce que l'action publique, et notamment celle de l'Union européenne, a transformé les conditions de marché que la finance est en train de s'aligner. On arrive presque à la fin. Yann Lemoine, vous êtes revenu nous voir, c'est parce que vous avez envie de commenter, de répondre à la question sur le télétravail. Pour la photo de fin d'atelier, mais... Non, plus globalement, moi je pense j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Moi je ne suis pas entrepreneur à la base. Moi je veux avoir de l'impact. Donc si ça avait été en tant que salarié, ça aurait été en tant que salarié. Si ça avait été en tant qu'associatif, ça aurait été en tant qu'associatif. En tant que citoyen. Et donc, moi, un de mes hobbies, c'est vraiment de lire beaucoup, de regarder beaucoup de docu et de m'intéresser à tout ça. Et pour moi, fondamentalement, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est qui crée l'argent et qui l'investit. Et depuis 40 ans à peu près, on a confié ça au privé, c'est-à-dire moi aussi en tant qu'épargnant, mais c'est les marchés qui décident dans quoi on investit, c'est la banque commerciale qui décide si on crée ou pas de l'argent. Je vous invite vraiment à creuser cette question, à moins que j'ai totalement faux, mais aujourd'hui la création monétaire et l'investissement sont grandement aux mains d'intérêts privés. Et l'intérêt privé, moi en premier, je ne vais pas investir dans quelque chose d'utile, mais qui n'est pas rentable pour moi. Et je pense que pour faire face aux enjeux à venir, pour financer les activités utiles et non rentables, et arrêter les activités rentables mais non utiles, ça passera par la réappropriation de ce pouvoir de faire, qui est le pouvoir de création monétaire et d'investissement, par les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, je ne parle pas de l'État. Et on en revient à ce côté local. Pour moi, il faut revenir au niveau local, au niveau d'un quartier, d'une ville, d'un département, d'une région, d'un pays, avec des assemblées de citoyens qui ont le pouvoir de décider qu'est-ce qu'on fait. Le pouvoir de décider qu'est-ce qu'on fait, c'est le pouvoir créer de l'argent et de l'investir finalement. Et je pense que c'est vraiment là le sujet. Revenir au niveau local et redonner du pouvoir de faire. Et le pouvoir de faire, c'est l'argent et c'est du temps. Et on donnera du temps aussi en réduisant le temps de travail. Et on peut remettre en place une vraie démocratisation de la société. En redonnant du temps et du pouvoir d'agir au niveau local, vous allez voir que les citoyens vont s'impliquer. Et ça peut vraiment être un futur super désirable. Enfin, moi, j'en suis persuadé, mais ça implique ce changement-là de paradigme qu'on a depuis 40 ans, qui a fonctionné, qui a fait ce qu'on attendait de lui, produire beaucoup, pas cher. Ça a fonctionné. On peut questionner la question de la redistribution de la richesse, mais globalement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est obsolète, il faut changer les règles du jeu. En tout cas, c'est ma perception en tant qu'entrepreneur citoyen. Eh bien, merci beaucoup de votre présence à tous les 6. Et ça sera les mots de conclusion, je crois, parce qu'on arrive au bout de cette table ronde. Merci encore.